l'Europe, c'est un vaste sujet quand même. Hein. On nous a imposé d'être une seule et même communauté qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas les mêmes traditions, et qui a une économie qui est quand même vachement vieille et qui est basée sur notre pays, sur une souveraineté en fait finalement. Donc en fait, l'Europe est un... Enfin moi je suis pro-Europe, mais le problème c'est qu'actuellement ça ne fonctionne pas quoi. We are more cousins with the Turks us, or with the southern Italians, Calabria and Sicily and Turkey and Syria. I see. So the Greeks, they have a xenomania to become a little bit Westerns too. But we like coffee like the Turks, we like food like the Turks, we play the same instruments. Le sentiment d'appartenir à l'Europe est quand même un sentiment qui est très fort, parce qu'on se sent tellement petit dans le monde d'aujourd'hui. L'Europe reste un petit îlot et je crois qu'on se sent quand même, enfin moi je me sens quand même solidaire des Européens. Parce que même si l'Europe se déchirait sur le plan économique, bon, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, de toute façon on ne comprend pas grand-chose dans le monde d'aujourd'hui, ben même si l'Europe se déchire, il y a quand même le sentiment de l'Union européenne qui est là, c'est quand même important. L'Europe est à la source de deux valeurs fondamentales qui sont maintenant universelles, qui sont les valeurs de la liberté et de l'égalité. Liberté qui est née en Europe, l'égalité qui est née en Europe. En réalité, toutes les deux valeurs sont nées en Méditerranée, dans le dialogue entre le monde grec et le monde juif, qui tous les deux ne sont pas exactement européens. Mais c'est l'Europe qui a pris ces valeurs, qui en a fait une dualité d'une société démocratique, qui est une idée européenne, et d'une économie de marché, qui est une idée européenne. C'est ce dialogue-là, entre marché et démocratie, entre liberté et égalité, qui est le propre de la société. Justement, il faut maintenant se rendre compte que la liberté et l'égalité ne sont pas compatibles s'il n'y a pas de la fraternité. Et c'est ça, je crois, le grand défi de l'Europe pour les siècles à venir. Moi, personnellement, je suis assez sceptique par rapport à cette question. Maintenant, si on regarde la culture comme une construction historique de long terme, on peut dire, oui, les Européens, ils ont toujours partagé quelque chose, ne serait-ce que les guerres qu'ils menaient entre eux. On peut dire qu'il y a une histoire commune dès qu'il y a des guerres. Je dirais qu'il y a une solidarité historique. On s'est beaucoup battu, c'est comme dans les familles, on s'est battu, on s'est disputé, on a eu beaucoup de choses, mais on reste quand même dans une famille. C'est le même principe de deux côtés, les choses sont pareilles. Il y a une arrogance européenne qui est réelle, qui considère que c'est la seule région mondiale où il y a vraiment des gens intelligents, avec des pics extraordinaires entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France, qui sont absolument des pays odieux pour ça, et qui considèrent qu'ils savent tout. Hein, ils savent tout. Et ça compte, une arrogance collective, et qui souhaite sans le reconnaître, sans en parler, qui souhaitent reprendre le contrôle ancien, et pour eux, le seul moyen de reprendre le contrôle, c'est de faire l'Europe. Nous allons moins mal que les États-Unis. Les États-Unis sont dans une situation catastrophique, tragique. Les États-Unis sont en faillite. Ils ne tiennent debout que parce qu'ils sont la première puissance militaire, et encore financés par nous, puisqu'ils sont, à partir du mois de septembre, les soldats américains sont financés par l'emprunt, et parce qu'ils ont la monnaie de réserve. Mais en dehors de ça, les États-Unis sont en faillite, pas nous. Les chiffres sont frappants. Les États-Unis ont un déficit de balance des paiements, l'Europe a un excédent de balance des paiements. Nous avons un chômage de 9%, les États-Unis ont un chômage de 17%. Nous avons une espérance de vie qui augmente, l'espérance de vie aux États-Unis baisse. Nous avons un endettement privé de 150% du PIB. Les États-Unis ont un endettement privé de 250% du PIB. Nous avons un revenu du travail à l'heure de 23 €. Les Américains ont un revenu du travail à l'heure de 20 €. Si nous donnons un système fédéral, nous serons définitivement la première puissance du monde. Oh, that is a big question. European identity. I would say I am a European, and secondly, I am a German. I have so many friends in other countries who don't speak German, and the common language in Europe is English, a very bad English, and for the British, it must be they suffer sometimes because
everybody speaks their language, therefore for them it's very simple to move in Europe, but everybody speaks it in a way that is pidgin and not really English. But the identity is there, and for many people you have hostility against Europe as well as new forms of identity and struggles of identity. That is a new nationalism which is very virulent in many European countries, and it's a phenomenon that is arising. Yeah, and not only in the big European countries, but also in the small ones, like Hungary or Slovakia or the Baltic states, and that is a rather dangerous development. So identity is always a problem because you always provoke counter-identities. Moi qui voyage beaucoup, je me rends compte, on sent l'identité européenne quand on n'est pas en Europe, surtout. C'est-à-dire que quand on est au Japon, par exemple, on se sent plus proche d'un Allemand que d'un Japonais. C'est clair. Mais quand je suis en Argentine, je me sens plus proche d'un Argentin que d'un Lituanien, par exemple. Je me sens plus proche du monde latin que du monde germanique ou du monde slave. En Europe, on a commencé par l'économie, etc. Je pense qu'il faut créer les conditions politiques, sociales, culturelles de l'unité européenne. Or, on ne les crée pas du tout. Il faut apprendre à se connaître. Par exemple, au monde diplomatique, quand j'avais des responsabilités au monde diplomatique, qu'on voulait publier un article sur la Belgique. Mais il n'y a pas un Français qui est capable d'écrire sur la Belgique. Pourtant, la Belgique, c'est pas loin. On est à Bruxelles en 1h30. Les gens ne s'intéressent pas à la Belgique. Donc, quand on voulait un papier sur la Belgique, il fallait qu'on trouve un Belge pour le faire. Donc, ah oui, mais il y a une méconnaissance extraordinaire, même des voisins. Des voisins. Ao menos dos instrumentos principais para vencer a barreira do desconhecimento tem unanimidade de aprovação entre os europeus. O programa Erasmus, que contempla estudantes universitários de todo o continente com bolsas de intercâmbio de 3 meses a 1 ano. Desde a sua criação, em 1987, aproximadamente 1,5 milhão de jovens tiveram a experiência de estudar num país vizinho. E, por consequência, vão desenvolvendo melhor sua percepção sobre os entraves no processo da construção europeia. Il y a un fossé. Je travaille pour sensibiliser la population à l'Union européenne. Alors je sais de quoi je parle, le nombre d'eurosceptiques qui viennent et qui refusent totalement d'entendre parler d'Europe, c'est assez hallucinant. Il y a un fossé inimaginable entre la population, mais de tous les pays pour moi. Et encore, je pense qu'en France, en Allemagne, on est quand même plus aware de ce qui se passe en Europe, entre la population et les institutions, et donc le pouvoir de manière générale. Donc oui, je crois qu'effectivement c'est un problème, c'est quelque chose auquel les politiciens européens devraient s'attacher fortement. Ils devraient vraiment s'inquiéter de faire participer beaucoup plus la société civile aux prises de décision européennes. Ça existe, hein. Il y a des choses qui sont faites, il y a des forums pour demander l'avis de la société civile qui sont mis en place, mais on communique très peu dessus, les gens ne savent pas qu'ils peuvent participer à de tels forums, donc très peu de personnes prennent part à la vie politique européenne alors qu'ils pourraient et ils devraient. Nolwenn e seus colegas de Erasmus parecem dispostos a vencer o fosso que ainda separa as sociedades da integração. Se reconhecem como parte da primeira geração verdadeiramente europeia em formação no continente. A mesma, por sinal, da sindicalista Bettina, que continua apostando numa Europa unida, pacífica e igualitária. I'm a really European child. Like I was born in Romania. Oh yes. And that's why my father, he's German, so we moved to Germany very early when I was a very small child, and I studied in the Netherlands. So I've been through a few countries before I came to Berlin. And for me to be a European citizen, I would say it means that I have opportunities
irrespective of my nationality. So being German actually means being European. I can go theoretically to every country and work at every country. And I really like this idea. That from a legal, political, and also technical perspective, I am free to move. And I like this. This is a step ahead. Yeah. And what I can tell you, even in these hard times right now, where we're talking about the crisis and the problem, the monetary, I don't know, insufficiencies of some countries, I would bet my left arm that there was not going to be any country leaving the European Union or leaving the Euro. This is not an option in Europe, I'm sure.